Tandis que ma sœur tenait les clés de sa toute nouvelle BMW, je restais assise à l'intérieur de la maison avec une estimation de l'hôpital pliée sur mes genoux. Elle était rayonnante, riait aux éclats, rejetait ses cheveux en arrière comme si elle était dans une publicité pour un concessionnaire de luxe. Papa avait son téléphone sorti, enregistrant le tout. Maman avait même attaché un grand ruban rouge autour du capot comme si c'était le matin de Noël. Ce n'était pas Noël, c'était juste samedi. J'étais assise à la table de la cuisine, la même où nous faisions nos devoirs, mangions des spaghettis dans des assiettes en carton, nous disputions à propos du thermostat. Mais cet après-midi-là, le seul bruit dans la maison était le bourdonnement du réfrigérateur et la joie étouffée à l'extérieur. Je ne disais pas un mot. Je me contentais de regarder le morceau de papier, responsabilité à ma charge, 7340 $. J'étais allé à l'hôpital général Pain 3 jours plus tôt après que la clinique près de mon travail m'eût dit que j'avais besoin d'examens supplémentaires. Ils avaient fait des scanners, des analyses sanguines. Le médecin était doux mais sérieux. Lorraine, cela ne va pas disparaître tout seul. Si cela empire, cela pourrait affecter plus que votre estomac. J'ai hoché la tête, pris l'impression et suis parti. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus, tenant mon manteau fermé d'une main et cette estimation de l'autre. Je n'avais encore rien dit à personne, pas vraiment, pas même à maman, pas avant d'être sûr. Ce samedi était censé être le jour. J'allais en parler autour d'un café, peut-être après la vaisselle, juste trouver le bon moment. Mais ils étaient là dehors, souriants et posants, appelant Sienna notre superstar. Tu l'as mérité, rayonnait maman. Tu le mérites. Et je suis restée assise derrière la fenêtre, une main serrant un diagnostic et l'autre traçant le bois ébréché du bord de la table. Ce qui est drôle, c'est que je n'étais pas jalouse, ni de la voiture, ni d'elle. Je me sentais oubliée, comme si quelqu'un avait fermé une porte dont je n'avais pas réalisé que j'étais encore derrière. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que la vérité est que la douleur n'a pas commencé d'un seul coup. Elle s'est glissée lentement. Au début, c'était juste une sensation de serrement dans le bas-ventre, quelque chose que j'attribuais au stress ou peut-être à trop de café à jeun. Vous savez comment c'est, vous pensez que ce n'est rien, ça passera. Mais ensuite, cela a commencé à me réveiller la nuit, sourd au début, puis aigu, comme quelque chose à l'intérieur de moi se tordant et ne lâchant pas. Je n'avais toujours rien dit à personne, pas encore. Je travaillais 4 jours par semaine au Lanterne Café & Books en centre-ville, principalement pour le réapprovisionnement, des quarts de barista, un peu de caisse. Pas d'avantage, pas de mutuelle, juste assez pour payer le loyer de ma moitié de l'appartement en sous-sol et pour les courses de base. J'ai essayé le thé au gingembre, les bouillottes, les médicaments sans ordonnance. J'ai même demandé à Cheryl, une des serveuses plus âgées, si elle avait des remèdes maison. Elle m'a donné un flacon d'huile de clou de girofle et m'a dit, frotte-le sur ton ventre et prie. Mais rien ne fonctionnait, rien n'aidait. J'ai continué malgré tout, parce que c'est ce que l'on fait quand on est celui qui ne cause pas de problème. En grandissant, j'étais la discrète, celle qui aide, la paire de mains supplémentaires. J'ai gardé Sienna pendant la moitié de son enfance pendant que maman travaillait le 2e quart et papa dirigeait son entreprise d'aménagement paysager. Sienna a toujours été la fille en or, des à-partout, des concours d'orthographe, des récitals de flûte, des camps d'été. J'étais celle derrière la caméra pendant que maman criait, souris plus grand, chérie. Et elle le faisait, toujours. Je ne lui en voulais pas vraiment. Il est juste devenu clair avec le temps que certaines personnes brillent naturellement dans une famille et que d'autres maintiennent les lumières allumées en arrière-plan. Alors, quand je n'ai plus pu ignorer la douleur, je suis allé à la clinique à 2 pâtés de maison de la librairie. Ils ont fait quelques tests rapides et m'ont dit que je devais voir quelqu'un à l'hôpital général Pain. J'ai attendu une semaine de plus juste pour prendre ce rendez-vous. Mon corps savait déjà que quelque chose n'allait pas, mais mon portefeuille n'était pas prêt à être d'accord. Ce rendez-vous a été celui où le médecin m'a regardé dans les yeux et a dit, vous pourriez avoir besoin d'une intervention chirurgicale. L'endométriose pourrait être avancée. Si nous ne nous en occupons pas bientôt, cela pourrait affecter votre fertilité et plus encore. Il m'a tendu une enveloppe épaisse avec mes analyses sanguines, un résumé du scanner et l'estimation. C'est gérable, a-t-il ajouté, essayant d'adoucir le poids des choses, mais ne traînez pas. J'ai hoché la tête, dit merci, et suis rentré lentement. C'était 3 jours avant que la BMW n'apparaisse dans notre allée. Je n'arrêtais pas de penser, si je leur avais dit plus tôt, si j'avais dit quelque chose le jour où j'ai eu les résultats des tests,
peut-être que cela aurait changé le déroulement de ce samedi. Mais au fond, j'ai attendu après le dîner. Pas un dîner spécial, juste des restes de ziti au four et une salade en sachet de marque de distributeur, le genre de repas où personne ne parle vraiment, on mâche juste avec la télévision qui murmure en fond sonore. Je les ai laissés finir, j'ai lavé quelques assiettes, séché mes mains sur le coin d'un torchon que je connaissais dans notre cuisine depuis le lycée. Puis j'ai dit, je peux vous parler un instant? Je me souviens de la lenteur avec laquelle maman a tourné la tête, comme si je lui avais demandé de mettre en pause une réunion très importante au lieu d'une rediffusion de NCIS. Papa a mis la télé en sourdine, mais il ne m'a pas regardé, il a juste fixé le vide comme si tout ce que j'avais à dire allait être compliqué. Mes paumes étaient déjà moites. C'est à propos de quelque chose de médical, j'ai commencé. J'ai vu un médecin à l'hôpital général Pain. Il pense que c'est de l'endométriose, peut-être avancée. Silence. J'ai avalé et j'ai continué. Il a dit qu'une intervention chirurgicale serait la meilleure marche à suivre. L'estimation est ici, j'ai ajouté, faisant glisser le papier plié sur la table. J'ai eu beaucoup de douleur. Maman a jeté un coup d'œil au papier mais ne l'a pas touché. N'as-tu pas toujours eu des problèmes d'estomac, a-t-elle demandé, comme si j'avais évoqué une vieille blessure à la cheville de 5e année. Ce n'est pas la même chose, j'ai dit doucement. Cela a empiré. Papa a laissé échapper un long soupir fatigué, du genre que j'avais entendu 100 fois en grandissant, généralement juste avant une leçon. Lorraine, nous ne disons pas que nous ne nous soucions pas, a-t-il commencé, se frottant les tempes, mais les choses sont serrées en ce moment. Avec les taux d'intérêt, l'inflation, tout. Tu sais comment c'est. Je ne demande pas la totalité, j'ai dit rapidement. Je peux en couvrir une partie. C'est juste, je ne peux pas faire tout ça seul. Maman s'est penchée en avant, les coudes sur la table. As-tu envisagé des prêts médicaux ou un GoFundMe? Les gens de ton âge font ça tout le temps maintenant. Tu n'es plus une enfant, Lorraine. Cela a frappé plus fort que prévu, non pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'il n'y avait pas la moindre lueur d'inquiétude dans sa voix, juste de l'inconvénient, juste un problème à externaliser. J'ai hoché la tête, j'ai dit, d'accord. J'ai ramassé le papier et je suis rentré tranquillement dans le couloir jusqu'à ma chambre. Derrière moi, j'ai entendu le clic de la télécommande lorsque papa a remonté le son. C'était tout. Pas de porte claquée, pas de grosse dispute, juste rien. Et assise sur le bord de mon lit cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, quand est-ce qu'avoir besoin d'aide est devenu quelque chose pour lequel je devais m'excuser. La voiture est arrivée le week-end suivant. J'ai entendu le bip du camion devant la maison juste après 11 heures, un plateau de chargement du concessionnaire local reculant dans l'allée comme s'il y appartenait. J'étais à nouveau dans la cuisine, rinçant ma tasse de café. Lorraine a appelé maman depuis le porche. Viens voir ce que ta sœur a eu. Elle disait ça comme si c'était une surprise, mais tout cela semblait prévu, le ruban, le timing, le téléphone déjà dans la main de papa, prêt à enregistrer. Je suis sorti mais je ne suis pas allé loin, je me suis juste tenu près de la porte moustiquaire. Sienna se tenait à côté de la BMW blanche, les yeux écarquillés, les mains sur le visage, comme si elle n'arrivait pas à y croire. C'est réel, a-t-elle ri. C'est sérieusement à moi. Tu l'as mérité, chérie, a dit papa, zoomant avec son téléphone. Diplômé avec mention, obtenant ce stage, ce n'est que le début. Maman posait déjà avec elle, se positionnant pour le meilleur angle. Souris avec les clés, a-t-elle gazouillé. Faisons une pour Facebook. Oh, et un boomerang. Sienna a rejeté ses cheveux en arrière et a fait tourner le porte-clés entre ses doigts comme si elle l'avait fait 100 fois. Je me tenais là, dans l'ombre de l'encadrement de la porte, une main encore humide de l'évier. Personne n'a regardé dans ma direction, pas une seule fois. Je ne voulais pas la voiture. Je ne voulais même pas l'attention. Je voulais juste être vu, avoir un moment, juste un, où quelqu'un se tournerait vers moi et dirait « Salut, comment vas-tu ?» Mais il riait maintenant, plaisantait sur les voyages en voiture et l'assurance et tu ne vas pas dépasser la vitesse, n'est-ce pas? Et j'ai réalisé que j'aurais pu disparaître sur le champ, descendre le trottoir et continuer, et personne ne l'aurait remarqué avant qu'il ne soit temps de poster la photo de groupe. C'est à ce moment-là que je suis rentré dans la maison, j'ai refermé doucement la porte derrière moi et j'ai fixé le coin du réfrigérateur. Il y avait un aimant avec une vieille photo encore collée dessus, des vacances d'il y a des années. Sienna au milieu, les bras de papa autour d'elle, maman tenant l'appareil photo.
J'étais celle coupée sur le bord, un demi-sourire, une demi-épaule. Et d'une manière ou d'une autre, même à l'époque, ils avaient déjà appris à cadrer un souvenir sans moi. Après ce samedi, j'ai cessé d'essayer de faire partie du bruit. J'ai ajusté mon horaire de travail, pris plus de cars matinaux, fermé quelques soirs, dit oui quand le gérant demandait qui pouvait couvrir le dimanche. Personne à la maison n'a remarqué. Parfois, je rentrais après 21 heures, les chaussures trempées par la pluie, le tablier plié dans mon sac à dos. La maison était sombre à l'exception du scintillement bleu de la télévision à travers le rideau du salon. D'autres fois, j'étais déjà parti avant que quiconque ne se réveille. J'ai commencé à manger au travail, des sachets de flocons d'avoine pendant le creux entre l'heure de pointe du petit déjeuner et les habitués du club de lecture, tout ce qui restait dans la vitrine des pâtisseries à 15 heures. J'enroulais dans des serviettes et mangeais debout dans le couloir arrière. Ma chambre est devenue pour moi une unité de stockage, plus qu'un lieu de repos. J'ai cessé d'apporter mon linge sale dans le panier principal, j'ai commencé à le laver tard le soir dans l'évier du garage. Je ne voulais pas de questions, je ne voulais pas de pitié. La douleur n'avait pas disparu. Au contraire, elle avait changé de forme, devenant plus silencieuse mais plus aiguë, comme si mon corps avait appris à souffrir plus poliment. Un matin, en essuyant les tables près de la fenêtre avant, une cliente que je connaissais à peine m'a regardé et a dit « Ma chérie, tu vas bien ?» J'ai cligné des yeux, non pas à cause de ce qu'elle a dit, mais parce qu'elle avait dit quelque chose du tout. « Ça va ?» j'ai murmuré, mais elle n'y a pas cru. Elle m'a juste jeté ce regard, un que je n'avais pas vu depuis des semaines, de l'inquiétude. Cette nuit-là, je suis rentré et j'ai ouvert l'application de calendrier familial partagé que nous utilisions depuis des années, vacances, rendez-vous, anniversaire. Je me suis supprimé, une ligne à la fois. Puis je suis allé au mur de photos du salon. Je n'étais pas dans beaucoup d'entre elles au départ, mais il y en avait une de notre fête de remise des diplômes dans le jardin d'il y a 3 ans. Sienna, le chapeau incliné, maman tenant des fleurs, papa avec des pinces à barbecue, moi à l'arrière tenant la liste des invités. Je ne l'ai pas retirée. Je l'ai juste légèrement tournée sur le clou pour qu'elle s'incline loin de la lumière. Je n'ai pas claqué de porte. Je n'ai pas dit au revoir. Mais le lendemain, quand Sienna est rentrée avec des plats à emporter et a demandé « Où est Lorraine ?» Maman n'a même pas fait de pause pour regarder autour d'elle. Elle a juste dit « Probablement au travail ». Et cela a suffi à tout le monde. Mais que se passe-t-il quand personne ne remarque que vous avez cessé de rentrer? Cela a commencé par un appel téléphonique, pas à moi, à mes parents, de la part de papy. Il les appelait rarement, préférait les SMS ou le courriel de groupe occasionnel avec trop de points de suspension et le sujet en majuscule. Mais cette fois, c'était différent. J'en ai entendu parler par un intermédiaire, par tante Marianne, qui travaillait avec lui au conseil d'administration de la fiducie de logement. Papy avait reçu une lettre du bureau financier de l'université. Apparemment, Sienna avait contracté un prêt au nom de la famille, co-signé sans permission, pour louer son appartement Uptown. Le stage dont elle se vantait? Non rémunéré. Le petit boulot? Viré après 2 semaines. Et la voiture? Pas payée en totalité, loin de là. Le concessionnaire avait envoyé un avis à l'adresse professionnelle de papa, paiement final dû. Papy en avait assez vu. Il a appelé, calmement, fermement, et leur a dit de s'asseoir. « Savez-vous où est Lorraine ?» a-t-il demandé. Silence de leur côté. « Savez-vous ce qu'elle traverse ?» Plus de silence. « Parce qu'elle m'a appelé » a-t-il menti. Et je sais que cette dernière phrase a brisé quelque chose. Ils ne m'ont pas appelé tout de suite, mais ils ont cessé de poster. Les TikTok de Sienna ont disparu. Maman a archivé toutes les photos de remise des diplômes. La photo de la voiture avec le ruban? Disparue. Je regardais de loin, tranquille, immobile, comme quelqu'un regardant des étrangers réaménager une pièce dans laquelle ils ont oublié que vous avez vécu. 2 semaines plus tard, papa a envoyé un message groupé, « Si quelqu'un a des nouvelles de Lorraine, demandez-lui d'appeler à la maison. » Je n'ai pas répondu, mais je l'ai lu. Cette même nuit, j'ai reçu une lettre. Pas un courriel, une enveloppe imprimée, adressée à la main, de papy. À l'intérieur, un chèque et une note autocollante de sa main, pour tout ce dont tu as besoin. Tu n'as jamais été invisible pour moi. C'est la première fois que j'ai pleuré, vraiment pleuré, non pas de douleur, mais parce que quelqu'un, une seule personne, s'était rappelé que j'étais plus qu'un simple arrière-plan. Quelques jours plus tard, maman a essayé d'appeler,
puis papa. Je n'ai pas répondu. Ils n'appelaient pas pour s'excuser. Ils appelaient parce que les choses se cassaient et qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui ne laisserait pas tomber les morceaux. Mais je ne revenais pas. J'avais été la discrète pendant si longtemps, ils ont oublié que discrète ne signifie pas faible. Ils ont oublié que parfois la personne assise au bord de la photo est celle qui se souvient d'où vient réellement la lumière. Et maintenant, ils étaient assis à une table avec une chaise vide et remarquaient enfin le siège qui avait toujours tout maintenu ensemble. Ils n'ont pas arrêté d'essayer, message, appel manqué, un message vocal de maman qui commençait par « Je ne sais même pas ce qui te met autant en colère » et se terminait par « La famille reste la famille, Lorraine ». Celui-là est resté non ouvert. Je ne les ai pas bloqués. Je n'ai juste pas répondu. Papy m'a contacté une fois, juste pour savoir comment j'allais après l'intervention. Je lui ai dit la vérité, le rétablissement était lent, mais je guérissais. Bien, a-t-il dit, mais ne retourne pas là-bas à moins que tu ne le veuilles. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Les semaines ont passé, la saison a changé, et soudain c'était l'automne. Un après-midi, j'ai croisé papa à la pharmacie. Il m'a vu avant que je ne le voie. Il s'est arrêté dans l'allée, tenant une bouteille de médicaments contre le rhume. « Len », a-t-il dit doucement, comme si le simple fait de prononcer mon nom pouvait me ramener. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il semblait plus petit, comme si le monde s'était refermé sur lui. « Je ne savais pas que tu étais encore là », a-t-il dit. J'ai souri, juste un peu. « Je n'ai jamais été loin », ai-je dit. Il a ouvert la bouche, peut-être pour expliquer, peut-être pour demander, mais je l'ai interrompu doucement, ma voix calme. J'étais là tout le temps. Vous n'avez juste pas regardé. Et sur ce, je suis passé devant lui, sans colère, sans drame, juste une phrase contre laquelle il ne pouvait pas argumenter et un silence qui, pour une fois, n'était pas à moi de porter. À Thanksgiving, ils ont envoyé une photo de groupe. Grande table à manger, dinde au centre, papy souriant en bout de table. Mais juste là où j'avais l'habitude de m'asseoir, entre Siena et la fenêtre, il y avait une chaise vide. Personne ne s'y est assis. Pas d'assiette, pas de serviette, juste de l'espace. Je n'ai pas répondu au message, mais j'ai sauvegardé la photo, l'ai imprimée, pliée une fois, et l'ai glissée dans la poche arrière d'un vieux journal que j'ai failli jeter l'année dernière. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'un jour, si jamais j'oublie à quel point la gomme a semblé silencieuse, j'aurai la preuve qu'ils l'ont enfin vue aussi. Cette chaise n'a jamais été juste vide. C'était un souvenir qu'ils ne pouvaient plus recadrer. Si vous avez déjà été la chaise que personne n'a sauvée, vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Laissez juste un commentaire discret ci-dessous.